Bonjour à tous. Donc, chapitre 10, dernier cours, dernier chapitre. Il va s'agir d'une revue complète du module. Concernant nos objectifs du cours, il va s'agir on va d'abord définir une exigence, voir les différents types d'exigences selon le PMBOK, les sous-disciplines de la gestion de projet, le rôle et mission des principaux acteurs d'un projet, analyser et formuler des stratégies pour atteindre les objectifs, les différents niveaux de stratégie, la stratégie générique de Michael Porter par exemple, le processus de gestion stratégique, on va avoir une vue d'ensemble, l'analyse SWOT, ses avantages et ses désavantages, la différence entre une stratégie et la planification, la portée du projet, gestion du champ d'application, résultat de la planification et vérification d'un projet, qu'est-ce qu'une demande de changement, quels sont les impacts d'une demande de changement, pourquoi mettre en place un processus de gestion des demandes de changement. On va voir quelques conseils et enfin une conclusion. Autre définition cette fois-ci de Carl Wiggers, auteur de Software Requirements. Wiggers 2000 a donné une définition des exigences pour le domaine des logiciels. Il dit ceci: les exigences sont une spécification de ce qui doit être mis en œuvre. Ce sont des descriptions de la façon dont le système doit se comporter ou des descriptions d'une propriété ou d'un attribut du système. Il voit donc que les exigences sont les caractéristiques qui définissent les fonctionnalités du système. Désormais, nous allons voir les types d'exigences selon le PMBOK. Selon la 6e édition du PMBOK, Project Management Institute de 2017, on distingue 6 types d'exigences. Premièrement, exigences commerciales qui décrivent le pourquoi du projet. Deuxièmement, des exigences des parties prenantes qui décrivent les attentes des parties prenantes. Troisièmement, exigences de la solution. Celles-ci décrivent les particularités de la solution. Elles peuvent être exigences fonctionnelles, décrivent les comportements du produit. Ça peut être aussi des exigences non fonctionnelles, décrivant les conditions environnementales ou les qualités requises pour que le produit soit efficace. On trouvera en 4 des exigences de transition qui décrivent ce qu'il faut faire ou entamer pour passer à un état futur souhaité. En 5, des exigences du projet qui décrit les actions, les processus ou les autres conditions que le projet doit remplir. En 6, exigences de qualité, décrit toute condition, tout critère permettant de valider l'achèvement réussi d'un produit livrable du projet ou le respect d'autres exigences du projet. Donc, les exigences ne sont pas spécifiques au produit final, mais bel et bien beaucoup plus complexes. Cependant, pour ce travail, on ne prendra pas en considération les exigences commerciales et les exigences de transition. On pourra dire donc qu'une exigence, c'est une condition, une spécification ou une caractéristique qui, elle, décrit le fonctionnement ou l'état du résultat final d'un projet dans le but de satisfaire l'utilisateur final et toute partie prenante intégrée dans le contrat de ce projet. On peut aussi décomposer la gestion de projet en 3 sous-disciplines qui sont la gouvernance du projet, qui traite le cadre stratégique de projet, à savoir les responsabilités, les mécanismes de prise de décision et le budget, les processus de gestion de projet qui englobent les activités à réaliser pour bien diriger le projet, par exemple la gestion des ressources, gestion de la qualité, gestion des risques, gestion de la communication, gérer l'engagement des parties prenantes. Ces derniers ne dépendent en aucun cas du domaine du projet. Nous avons aussi les processus de réalisation du projet qui, contrairement au processus de gestion de projet, dépendent du domaine du projet, à savoir construction, informatique, logiciel, etc. et définissent le cycle de vie du projet. Alors, en 3, nous allons parler de l'équipe projet. Donc, pour bâtir une équipe efficace, deux priorités sont à prendre en considération. En 1, créer un véritable esprit de groupe. En 2, réunir les compétences techniques utiles et suffisantes pour l'atteinte des objectifs alloués.
Qu'est-ce qu'une équipe projet? Eh bien, une équipe projet se distingue des activités permanentes, à savoir les services ou les directions, par sa durée d'existence limitée et sa dimension transversale. Elle se distingue aussi, donc une équipe projet se distingue aussi par les membres d'une équipe projet qui seront issus de services différents, déployés eux-mêmes, donc des gens qui viennent de différents départements, mais qui vont travailler sur un projet commun. Ils dédieront aussi une partie de leur temps au projet avec l'accord de leur hiérarchie, de leur supérieur. Alors, euh, on- j'ai essayé de schématiser cela d'une façon visuelle. Donc, nous avons à gauche les acteurs, à droite leurs rôles et missions. Donc, membres de l'équipe projet, quels sont leurs rôles et missions? Experts et spécialistes réalisant des actions pour le bien du projet. Ils peuvent être recrutés aussi bien en interne dans différents services qu'en externe auprès de prestataires et partenaires ou alors freelance. Le sponsor de projet, donc une autre personne qui prend une partie intégrante dans un projet, eh bien, quel est le rôle du sponsor de projet? Eh bien, il a la responsabilité globale du projet et il est un soutien pour le chef de projet dans les moments difficiles. Ses missions, il prend les décisions importantes et arbitre entre deux choix, notamment en situation de crise. Donc, il a le rôle d'arbitre. Il est généralement un membre de la direction. Alors, la stratégie commerciale, on va aller un peu plus en détail. Il s'agit de l'ensemble des mesures et actions prises dont le but est de produire de la valeur ajoutée au client et de développer un avantage concurrentiel. Comment? Eh bien, en utilisant les compétences clés de l'entreprise sur le marché des produits ou des services. Il détermine la position de l'entreprise sur le marché par rapport à ses rivaux. Alors, avantage concurrentiel. Donc, on va essayer d'expliquer quelques mots-clés pour essayer de comprendre le mot stratégie commerciale. Donc, avantage concurrentiel, il s'agit de la capacité d'une organisation à ses clients et ses rivaux, et donc à atteindre une position d'avantage relatif. C'est ce qui apporte plus de valeur ajoutée, qui donne à une entreprise un avantage, encore une fois, sur ses concurrents. Donc, si vous avez une valeur ajoutée, si vous avez une technologie que le concurrent n'a pas, eh bien, vous allez avoir un avantage sur eux. Alors, l'avantage concurrentiel découle de la sélection de la stratégie générique au niveau de l'entreprise, qui, elle, correspond le mieux à l'environnement concurrentiel de l'organisation. C'est-à-dire que la stratégie qu'on va mettre en place va dépendre de l'environnement concurrentiel dans lequel euh, donc, active l'organisation ou l'entreprise. Les principaux moteurs de l'avantage concurrentiel sont la domination par les coûts ainsi que la différenciation des produits. Nous allons parler de la stratégie générique au niveau de l'entreprise maintenant. Donc, stratégie générique au niveau de l'entreprise. Selon Michael Porter, les points forts d'une entreprise relèvent en définitive de l'une des deux catégories suivantes, à savoir l'avantage en termes de coût ainsi que la différenciation. En appliquant ces points forts dans une optique large ou étroite, on obtient 4 stratégies génériques. En 1, la domination par les coûts. En 2, la différenciation. En 3, l'orientation vers les coûts. Et en 4, l'orientation vers la différenciation. Elles sont appelées stratégies génériques
Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ne sont pas spécifiques à une entreprise ou un secteur d'activité. Donc, le terme générique, c'est général ou alors qu'on peut appliquer à différentes situations, différentes industries, différents types d'organisations, etc. Alors, on va continuer avec les stratégies génériques de Porter. Donc, on va parler de leadership en matière de coûts. Donc, les profits supérieurs, on va les réaliser grâce à des coûts inférieurs. La différenciation, profit plus élevé en ajoutant de la valeur aux produits qui revêtent une importance réelle pour les clients qui, à leur tour, sont prêts à payer des prix plus élevés. Focalisation, concentration sur une partie limitée du marché. La stratégie de focalisation est ensuite subdivisée en deux. Alors, on a la focalisation sur la maîtrise des coûts ainsi que la focalisation sur la différenciation. Donc, focalisation veut dire se concentrer. Focus en anglais. Alors, un exemple assez visuel d'une déclaration ou alors, comme on a dit, d'une stratégie. Donc, on a avantage stratégique et on a la cible. Donc, la cible, c'est l'objectif de l'entreprise. Donc, on a front large, lorsque l'entreprise a une cible assez large, et on a front étroit. Après, ce qu'on a sur un plan vertical, c'est avantage stratégique, lié au coût, lié à la différenciation, domination par les coûts, différenciation, concentration. Donc, on a une espèce de matrice ici où l'entreprise va axer sur deux axes. La cible, c'est-à-dire son objectif, ainsi que les avantages stratégiques. Donc, les avantages stratégiques peuvent être liés au coût, à la différenciation. La cible peut être de front large ou de front étroit. Alors, on va essayer de comprendre l'importance de la stratégie. Pourquoi les chefs de projet doivent-ils comprendre la stratégie? Alors, changement dans la mission et la stratégie de l'organisation. Les chefs de projet doivent réagir au changement en prenant des décisions appropriées concernant les projets futurs et en adaptant les projets en cours. On a dit que le projet est unique et que chaque projet a un degré de risque ainsi que de imprévisibilité. Donc, les chefs de projet doivent s'adapter aux différents aléas qui peuvent donc être liés au projet. Les chefs de projet qui comprennent la stratégie de leur organisation peuvent devenir des défenseurs efficaces de projets conformes à la mission de l'entreprise. C'est-à-dire que à travers la compréhension de la stratégie, de la vision, de la mission, des objectifs globaux d'une organisation, eh bien, le chef d'entreprise pourra mieux s'identifier, s'aligner avec les valeurs de l'entreprise et par conséquent peut devenir c'est-à-dire en quelque sorte un défenseur voilà, efficace des projets de l'entreprise. Alors, on va aussi trouver vouloir essayer de résoudre les problèmes des clients avec un produit ou un service plutôt que de se concentrer sur les 20% qui représentent les 80% de la valeur. Loi de Pareto. Un autre problème, c'est de vouloir s'engager dans une recherche sans fin, dans la perfection, dont seule l'équipe de projet se soucie vraiment. Maintenant, on va parler
du processus de gestion stratégique. On va voir une vue assez large, vue d'ensemble. Alors, gestion stratégique. Chaque projet doit être clairement lié à la stratégie. Elle fournit le thème et l'orientation future de l'entreprise. Réponse au changement de l'environnement externe. Donc, je rappelle, nous sommes en train de parler du processus de gestion stratégique. En 1, on a une gestion stratégique, on explique ce que c'est. Après, on a réponse au changement de l'environnement externe. On a un environnement externe qui, sans doute, est sans cesse en train de changer, d'évoluer. Donc, l'analyse de l'environnement est primordiale. Affectation des ressources limitées de l'entreprise. Pour améliorer sa position concurrentielle, réponse interne au nouveau programme. Donc, il faut affecter les bonnes ressources ou alors gérer au mieux vos ressources. Alors, cette affectation des ressources limitées de l'entreprise nécessite des liens étroits entre la mission, les buts, les objectifs, la stratégie ainsi que la mise en œuvre. Alors, concernant ce processus de gestion stratégique, on a 4 activités qui vont nous permettre de le mettre en place. Premièrement, première étape, examiner et définir la mission de l'organisation. Comme on a expliqué auparavant, donc durant le chapitre 6, examiner, définir, rédiger la déclaration de mission de l'organisation. On va trouver en deuxième activité du processus de gestion stratégique, fixer des buts et des objectifs à long terme. En 3, analyser et formuler des stratégies pour atteindre les objectifs. En 4, mettre en œuvre les stratégies par le biais de projets. On va passer, chers étudiants, à un élément important qui est l'analyse SWOT. Peut-être que vous en avez entendu parler. On va essayer donc de l'expliquer méthodiquement, étape par étape. À la fin, on va voir l'implication sur nos projets. On va voir des exemples aussi. Alors, l'analyse SWOT est une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l'entreprise afin de générer des alternatives stratégiques. Elle vise à aider la direction à élaborer un modèle d'entreprise qui aligne avec précision les ressources et les capacités de l'entreprise, en fonction, bien sûr, de l'environnement commercial. Donc, chaque entreprise, chaque entité a des forces, des faiblesses, et elle peut analyser les différentes opportunités ainsi que les menaces auxquelles l'entreprise fait face. Tout cela dans le but de générer des options, des alternatives stratégiques. Elle vise à aider la direction, comme expliqué, à mettre en place un modèle d'entreprise. À travers donc, quand vous mettez en place une vision, une mission avec des valeurs assez claires, eh bien, vous allez vous aligner avec les ressources et les capacités de votre organisation. Alors, tous ces éléments-là, toute cette analyse-là, toute cette élaboration-là va être faite en fonction de l'environnement commercial. Il faut analyser l'environnement commercial, à partir de là, mettre en place ou alors utiliser l'outil SWOT. Alors, qu'est-ce que l'analyse SWOT? Qu'est-ce que l'on dit par SWOT? Eh bien, c'est un acronyme, SWOT. Donc, l'acronyme SWOT est issu de la langue anglaise.
il renvoie à 4 termes. Donc S pour strengths, W pour weaknesses, O pour opportunities et T pour threats. Alors, qu'est-ce que l'analyse SWOT? Donc, l'analyse SWOT nous permet de 1. Développer la stratégie marketing d'une entreprise. 2. D'évaluer la réussite d'un projet en étudiant conjointement différentes données comme les atouts et les défauts de la société. 3. Évaluer la concurrence ou les marchés potentiels. Alors, l'analyse SWOT comporte 2 étapes distinctes. Compléter la matrice SWOT à l'aide des audits internes et externes de l'entreprise, c'est-à-dire à travers les outils qui vont nous permettre de faire nos études en interne et en externe. En deuxième étape, réaliser l'analyse en fonction des éléments intégrés dans la matrice. Alors, force. Donc, SWOT. Le S, c'est strengths, en français, c'est force. Donc, force. Il peut s'agir des capacités et les compétences que vous possédez, les expériences antérieures, c'est-à-dire avant, qui peuvent être utiles pour atteindre votre objectif ou alors vos objectifs, votre connaissance du sujet et toutes les autres ressources telles que l'argent, les technologies, les instruments, le temps dont vous disposez déjà. Donc ceci est une explication des différentes forces que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Présent aux faiblesses. Donc, les faiblesses, forcément, sont le contraire des forces, comme les choses ou les compétences qui vous manquent, les contacts que vous devez établir ou d'autres limitations. Donc, faiblesse, c'est les choses que vous n'avez pas, que vous essayez d'avoir, par exemple. Par exemple, des compétences. Donc, l'énumération de vos faiblesses n'a pas pour but de vous décourager. Ça a un but bien positif. Au contraire, vous indiquez ce qui vous manque afin de pouvoir planifier l'acquisition de compétences ou des éléments dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Les forces et les faiblesses dépendent de vous. Très important. Alors par vous, on peut faire une SWOT analysis. En général, on l'a fait pour les entreprises. Donc par vous, on veut dire votre entreprise. Elle se rapporte à ce que vous possédez en tant qu'individu ou alors entreprise ou à ce que vous devez obtenir. Je viens de dire que vous l'adaptez à votre entreprise, mais en fait, on peut même faire une SWOT analysis à un niveau personnel. Donc, quelles sont mes forces, mes faiblesses, quelles sont mes opportunités, quelles sont mes menaces. Donc, on va passer opportunité. Donc, le O pour opportunité. Les opportunités sont des situations dans l'environnement qui vous entoure et qui peuvent être positives pour atteindre votre objectif. Vous pouvez identifier, saisir ou créer des opportunités. Par exemple, une opportunité peut être une tendance positive, un soutien disponible, des réseaux à exploiter, des formations disponibles ou de nouvelles technologies en cours de développement qui pourraient vous aider. Alors, menace, qui est le T, donc threats. On a vu SWOT, donc strengths, weaknesses, opportunities. Maintenant, on va voir le T qui est threats en français. Évidemment, c'est menace. Donc, les menaces sont des éléments qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. L'idée est d'identifier les menaces afin de trouver des moyens de les surmonter. S'il n'est pas possible de surmonter les menaces, pouvez-vous au moins vous préparer à minimiser leur impact. Les menaces peuvent être n'importe quel type d'obstacle, y compris des risques liés, par exemple, à un changement de l'état de l'économie,
Alors, ce qui peut également être une opportunité selon la situation ou à des changements soudains dans votre situation. Donc, petit exemple de menace. Lorsque le Covid-19 a commencé, eh bien, le Covid est une grande menace pour toute l'humanité, étant donné que c'est un virus très dangereux et mortel. Alors, différentes entreprises ont fermé ou alors ont eu des difficultés financières énormes à cause du Covid. Par contre, il y a d'autres entreprises qui ont vu le COVID, excusez-moi, comme une opportunité, à savoir par exemple les entreprises qui étaient dans la fabrication de, de masques. Donc vous voyez que une menace peut être en même temps une opportunité. Tout dépend comment on se positionne, comment on voit la chose. Alors, en quoi l'analyse SWOT peut-elle m'aider? Ou alors aider mon organisation? Réaliser une analyse SWOT permet de faire le point sur les rapports qu'entretient une entreprise avec son marché. La démarche présente l'entreprise sous un angle stratégique, ce qui aide le dirigeant à prendre du recul et faire les bons choix tactiques et stratégiques. Si le SWOT est souvent mis en avant pour sa capacité à mettre en avant les différentes stratégies commerciales possibles, il peut aussi être utilisé pour organiser un projet de création ou même à titre personnel, par exemple, dans le cas d'une recherche d'emploi. Donc, on voit ici que SWOT Analysis, l'outil SWOT, peut être utilisé non pas uniquement pour les entreprises, mais à des fins personnelles aussi. D'où sa grande popularité aussi. Alors, on va parler de l'audit interne. Alors, c'est quoi un audit? Eh bien, c'est une recherche, on va essayer de rechercher les forces et les faiblesses de l'entreprise. Voilà. Donc, réaliser un audit interne permet de déceler les forces ainsi que les faiblesses de l'entreprise par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents et ses partenaires. Donc, ces forces et faiblesses seront spécifiées dans les cases de la matrice prévues à cet effet. Les forces ou faiblesses de l'entreprise sont des caractéristiques durables sur lesquelles l'entreprise peut agir. Très important, peut agir. Donc, l'entreprise ici bénéficie euh, de la possibilité de changer ces aspects qui sont les forces ou les faiblesses. Par exemple, un brevet peut constituer une force, tandis qu'une faible autorité sur le domaine d'activité ou alors le mauvais emplacement physique peuvent constituer une faiblesse importante. Alors, vous avez le contrôle sur ces deux aspects. Vous pouvez par exemple changer l'emplacement physique. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez donc la capacité de changer l'emplacement. Et vous pouvez aussi, et le brevet constitue une force parce que, eh bien, vous avez réussi à, par exemple, développer un produit, un logiciel d'excellente qualité, ou alors avec une technologie unique, et du coup, vous l'avez breveté, c'est-à-dire pour le protéger. Alors, bien que ces deux aspects, positifs et négatifs internes, puissent être modifiés par l'entreprise, cela exige forcément du temps et du travail. Ce n'est pas facile de changer un emplacement physique pour une entreprise. Il va falloir faire plusieurs études euh, et voir quel est l'intérêt à faire tout cela, etc. Alors maintenant, on va parler de l'audit externe. On a parlé de l'audit interne, à savoir
les forces et les faiblesses qui sont deux aspects sur lesquels l'entreprise a la main, c'est-à-dire qu'elle peut changer, etc. Maintenant, on va voir l'audit externe. Alors, on va aller à la recherche des opportunités et menaces du marché ciblé. Alors, les opportunités ainsi que les menaces sont habituellement extérieures à l'entreprise. Donc, l'entreprise n'a aucun pouvoir sur ces deux aspects-là, à savoir les opportunités ainsi que les menaces. Ce sont des caractéristiques durables sur lesquelles l'entreprise ne peut agir. Ce sont les événements qui impactent positivement ou négativement le marché et que l'entreprise aura plus ou moins de mal à appréhender. Donc, ce sont deux caractéristiques sur lesquelles l'entreprise n'a pas de pouvoir, ne peut pas agir, ne peut pas changer, qu'il soit d'ailleurs positif ou alors négatif. Nous verrons des exemples ultérieurement. Donc, l'audit externe, ou alors ce qu'on appelle aussi diagnostic stratégique externe, est décomposé en deux parties. Alors, en un, on va trouver l'analyse du macro-environnement de l'entreprise, correspondant à l'étude de l'environnement global de la firme. Alors, très important, chers étudiants, le mot macro. Alors, macro, c'est global, c'est grand, c'est l'étendue, donc on parle, par exemple, faire du business sur une échelle macro, c'est faire business sur un plan international, par exemple. D'accord? Donc on parle ici du diagnostic stratégique externe qui est scindé en deux parties. Première partie, l'analyse du macro-environnement de l'entreprise, qui correspond à l'étude de l'environnement global. Donc global veut dire grand, voire large, etc. Pas, euh, pas que régional, pas que vous n'allez pas vous contenter de voir que par exemple, entreprises dans votre ville, qui peuvent être des concurrents ou alors dans votre pays, mais il faut voir plus grand, à l'échelle du continent, à l'échelle peut-être du monde aussi. Donc, macro. Donc, en deux, on a l'analyse du, du micro-environnement de l'entreprise, qui correspond, lui, à l'étude des acteurs en contact avec l'entreprise. Donc, euh, contrairement à macro, micro, c'est beaucoup plus petit, donc c'est à l'échelle de l'entreprise. Une opportunité peut être la possibilité de signer un accord exclusif avec un fournisseur stratégique ou l'ouverture d'un nouveau marché. Une menace peut être l'arrivée d'un nouveau concurrent ou le lancement d'une innovation de remplacement. Par exemple, l'arrivée de la musique digitale pour l'industrie du disque. Alors, si vous pensez que cette liste ressemble à un plan de gestion de projet, bien, vous avez raison. C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est un plan de gestion de projet. Parce que pour exécuter une stratégie, eh bien, vous avez besoin d'un plan, tout simplement. Pour passer d'une stratégie à un plan, il faut généralement une analyse de rentabilité. C'est là que la stratégie est justifiée et chiffrée pour être examinée et approuvée. Ensuite, pour être exécutée, elle devient une initiative de changement sous la forme d'un programme de travail ou d'une partie d'autres programmes. Les programmes sont exécutés comme des projets. Ainsi, une même stratégie peut être exécutée dans le cadre de plusieurs plans différents, des plans de gestion de programmes et de projets. Pourquoi cela se produit-il? Alors, ce qu'on veut dire par là, pourquoi est-ce que parfois on s'attend, on met la barre très haut en termes de
donc de qualité, en termes de spécifications, de caractéristiques. Je parle bien sûr d'un projet, que ce soit donc un produit ou un service. Par contre, le résultat est beaucoup plus, on va dire, de moindre qualité, moins attrayant, moins... Voilà, donc on s'attend à quelque chose de vraiment grandiose et au final, on a quelque chose de beaucoup moins grandiose. Donc, quelle est la raison à cela? Eh bien, il faut définir et contrôler ce qui est et ce qui n'est pas inclus dans le projet. Donc, il faut être vraiment spécifique. La portée du projet permet de transformer l'idée du projet en un concept opérationnel. Donc là, chers étudiants, nous introduisions la notion de portée. Quels sont les éléments, quelles sont les tâches, qu'est-ce qui va être inclus exactement dans le projet. Donc, il faut être très très clair dès le début, à savoir qu'est-ce qu'on va inclure et surtout, qu'est-ce qu'on ne va pas inclure dans le projet. Alors, une perspective de gestion du changement. Pourquoi devons-nous gérer le champ d'application? Les modifications de la portée d'un projet affectent toutes les autres fonctions de gestion du projet, c'est-à-dire qu'elles impactent tous les autres aspects ou alors fonctions de gestion du projet. Et ces modifications-là sont très importantes pour toutes les parties concernées. Ces modifications, on les appelle les modifications du champ d'application. Elles peuvent avoir une incidence sur ce qui va suivre, ou alors elles peuvent avoir des conséquences ou certains impacts sur quoi? Eh bien, sur le calendrier, plus ou moins de travail selon l'impact de ces modifications. Le coût, elles vont impacter le coût. On va avoir besoin de plus ou alors de moins de ressources nécessaires, de plus ou alors moins de modifications des spécifications. La qualité, donc il va y avoir des changements qui peuvent être inacceptables pour le client en termes de qualité. Donc si on délivre un produit de moindre qualité, les ressources humaines, plus ou moins de personnel qu'on va utiliser, qu'on va déployer sur notre projet à différents moments. La gestion de la communication, avons-nous ou aurons-nous besoin d'un système simple ou alors sophistiqué? L'exposition au risque, donc le risque, il peut augmenter, il peut diminuer, comment on peut le gérer, etc. Donc toutes ces modifications du champ d'application peuvent avoir une incidence sur ces paramètres que l'on vient d'expliquer. Chose importante aussi, champ d'application égale aussi étendue. Les scopes. Alors, donc la gestion du champ d'application s'applique à toutes les phases du cycle de vie du projet. On les a ici. Donc, lancement du projet. Quelles sont les tâches qui sont liées à cette première étape? Eh bien, identification du champ d'application, constitution de l'équipe projet et définition du projet. Deuxième étape, planification du projet, la structure de répartition du travail, structure de répartition organisationnelle, planification. Étape 3, exécution et contrôle du projet. On a tous les réseaux, donc réseau, ça veut dire connexion, ça veut dire aussi personnel, partie prenante, etc. Donc réseau, schéma, rapport. Rapport, encore une fois, c'est les relations on doit avoir justement ces relations professionnelles au sein d'un projet, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, avec les parties prenantes internes, externes, etc. Clôture du projet, dernière étape, remise des documents et la commission. On va voir maintenant le contenu de la gestion du champ d'application. Donc, la gestion du champ d'application a un certain contenu. Donc, lancement du projet, planification du champ d'application, développement du concept, définition du champ d'application, vérification du champ d'application, contrôle des modifications du champ d'application. Donc, lorsqu'on veut gérer l'étendue, le scope d'un projet ou alors son champ d'application et le rendre très clair, très cadré, avec des éléments bien précis, eh bien, nous allons donc voir tous ces éléments-là que je viens de citer. Alors,
Pour ce qui est du développement, pour développer le concept, donc on va voir ces deux aspects, les premiers paramètres qui sont le lancement du projet et la planification du champ d'application. Donc là, on est à une étape de développer le concept. Après, quand on arrive à l'étape de régler les détails, d'accord? Donc, apporter les détails qu'il faut, mettre plus, moins de ressources, moins de technologie, moins de moyens, moins de coûts, moins de temps, plus de temps, etc. Donc, tous ces détails-là vont inclure la définition du champ d'application ainsi que la vérification de ce même champ d'application. À la fin, comme on a expliqué ou comme on a dit aussi, on a le contrôle des modifications du champ d'application. Alors, on va voir, peut-être que à ce stade-là, ce n'est pas très clair pour vous, mais nous allons, dans ce qui va suivre, nous allons essayer donc d'expliquer la signification de chacun de ces termes. On va trouver aussi identification des alternatives. Il s'agit de trouver d'autres moyens d'obtenir la solution, d'autres options, analyse des coûts ainsi que des avantages, estimation des coûts matériels et immatériels des différentes alternatives, le jugement d'expert qui va servir à évaluer toutes les données en notre possession. Alors, on va passer donc aux résultats de la planification de la portée. Deux principaux résultats. La déclaration sur le champ d'application ainsi que le plan de gestion du champ d'application. Gestion de la portée, il y aura toujours des changements dans un projet et des facteurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Comme précédemment donc expliqué, l'élément risque et inconnu est très élevé sur n'importe quel projet. Donc dans un monde où un secteur ou alors des secteurs dynamiques, le changement est inévitable. La gestion ou le contrôle des changements est une responsabilité importante du chef de projet. Vous devez impérativement contrôler les changements apportés au calendrier ainsi qu'à la portée du projet et à leur impact sur les ressources. Donc, on a dit que ces changements qui vont impacter le projet, ils vont l'impacter sur peut-être le calendrier, il va impacter sur la portée du projet et sur les ressources. On doit absolument, alors vous en tant que chef de projet, vous devez absolument contrôler et minimiser ces changements et leur impact sur votre projet. Donc, gestion de la portée, toujours. Donc, le scope creep, qui veut dire en français fluctuation de la portée. J'utilise le terme en anglais parce que c'est des termes génériques et vous les trouverez forcément tout le long de votre parcours, alors de votre cursus, si bien sûr vous choisissez de faire une option en gestion de projet ou alors de vous spécialiser là-dedans. Donc le scope creep ou alors fluctuation de la portée. Fluctuation veut dire changement bien sûr, hein. Et la tendance des exigences d'un projet à s'étendre au-delà de la déclaration et de la vérification initiale du champ d'application. Selon le Standish Group, il s'agit du troisième problème de projet le plus courant. Donc le problème de fluctuation de la portée, à savoir que le projet s'étende au-delà, beaucoup plus que la déclaration, vérification, initiale du champ initial. C'est le troisième problème le plus répandu, le plus courant en gestion de projet. Quelles sont les limites ou les désavantages de ce modèle de... pardon, excusez-moi. Donc, on va continuer donc, concernant le scope creep. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez, pour éliminer cela, vous devez consacrer le temps nécessaire à la définition du champ d'application du projet. Vous devez vérifier le champ d'application avec les parties prenantes aussi. Alors, quels sont les résultats de la planification de la portée?
Une déclaration sur le champ d'application comprend les éléments suivants. La justification du projet, le besoin de l'entreprise, le produit du projet, qui veut dire le produit que le projet est censé produire, les produits livrables du projet, on a une liste des sous-produits à chaque étape du cycle de vie du projet, les objectifs du projet, qui sont des critères quantifiables, qui doivent être remplis afin que le projet soit considéré comme réussi. Donc on va avoir coût, qualité, livraison au minimum. Dans de nombreuses entreprises, cela fait partie de la charte du projet. Tous ces éléments qu'on vient de citer, d'une manière générale, font partie d'une charte de projet. Un petit exemple, donc produit à livrer, jalons et tâches. Donc mot-clé ici, produit à livrer ou alors livrable, les jalons ainsi que les tâches. Exemple, dans le cas d'un projet de changement de marque, la phase d'initiation comprendra de nombreuses tâches, telles que des groupes de discussion pour recueillir des idées sur la nouvelle marque et des séances de brainstorming créatif. À la fin de la phase d'initiation, une étape marquera la volonté de l'équipe de passer à la phase de planification. Les produits livrables pour le projet de changement de marque pourraient inclure le guide de style PDF qui est mis à jour, ainsi que les fichiers de logo associés. L'achèvement de ces projets mérite d'être souligné et même célébré. C'est pourquoi le responsable marketing pourrait ajouter un jalon indiquant cette réalisation. Résultat de la planification de la portée. Toujours donc, plan de gestion du champ d'application, partie du plan général du projet. Il décrit comment le champ d'application sera géré et comment les modifications du champ d'application seront intégrées dans le projet. Le but étant, donc on connaît l'objectif, eh bien, il peut être formel ou informel. La définition du champ d'application implique la subdivision des produits à livrer en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Donc le but étant d'améliorer la précision, les contrôles et l'attribution des responsabilités. Donc ce que l'on veut dire par subdivision, eh bien, c'est que déjà on a donc un champ qui est déjà divisé, on va le subdiviser en de plus petits éléments. C'est comme si vous voulez, lorsqu'on a parlé du but et des objectifs. Donc le but, c'est ce qui est global, c'est ce qui est vision. On peut disséquer donc le grand but à travers de petits objectifs. Et de la même manière, donc on va subdiviser des produits à livrer en éléments plus petits. De cette façon-là, on va pouvoir les gérer plus facilement. Un autre avantage, c'est qu'on va améliorer la précision et ça sera plus facile à contrôler du moment où, au lieu de contrôler donc des segments qui ont un certain volume, eh bien on va analyser et contrôler des éléments qui sont beaucoup plus petits. Donc ça va nous faciliter la tâche. Autre avantage, c'est l'attribution des responsabilités, qui veut dire que on va pouvoir attribuer les responsabilités et les tâches à différents membres du personnel de l'équipe projet qui vont avoir comme objectif de traiter ou de travailler sur ces petites tâches. Comme on a dit, facile à gérer, facile à analyser, etc. Donc, les données d'entrée sont l'énoncé du champ d'application. Les résultats de la planification et les informations historiques sur les enseignements tirés. Donc là, on essaye donc d'expliquer, d'introduire les données d'entrée.
Toujours concernant la vérification de la portée. Donc ici, on a un petit récapitulatif en tableau. Donc projet initiation, c'est-à-dire l'initiation, le début d'un projet. Alors les actions sont sur la droite et la définition sur la gauche, les différentes actions. Donc projet initiation, engager l'organisation à entamer la phase suivante du projet. Ensuite, on a planification de la portée. Donc il s'agit toujours de l'étendue, autre terme portée. Action, élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application, qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Ensuite, nous avons définition de la portée. Donc, chers étudiants, petit rappel, on parle ici de la vérification de la portée. Il est vrai que nous allons vu ça, mais comme j'ai expliqué au tout début du cours, c'est un rappel et c'est une suite par rapport à ce qu'on a vu. La semaine prochaine, on va entamer un autre chapitre. Donc, le but étant de couvrir ce qui a été fait et de nous assurer que vous, chers étudiants, vous avez bien assimilé le chapitre. Parce qu'il est très important vu la suite des événements et la suite de notre module. Donc, vérification de la portée, formaliser l'acceptation de la portée du projet, contrôle de la modification de la portée, formaliser l'acceptation concernant l'étendue du projet. Vérification de la portée, formalisation de l'acceptation par les parties prenantes nécessite les résultats des étapes précédentes de la gestion du champ d'application. Alors, définition. Que veut-on dire par une demande de changement? Eh bien, une demande de changement, ou communément appelée aussi modification, est une proposition dont l'objectif est de modifier une partie ou alors un aspect d'un projet, d'un service ou d'une entreprise. Par exemple, vous avez été missionné, donc vous avez été en charge d'une mission d'un projet de développement d'application. Donc on parle ici, par exemple, des gens qui sont dans le domaine de l'IT, l'informatique. Votre client se rend compte pendant l'exécution du projet qu'il lui manque une certaine fonctionnalité, une option importante afin de mieux exploiter son application. Alors, ici,
il va faire une requête de changement. Et bien ce changement, son objectif, la requête, donc va être, son objectif est de s'aligner avec les demandes et ce que veut le client exactement. Alors, qu'est-ce qu'une demande de changement? Les demandes de modification, ne viennent pas seulement de l'extérieur. Il peut venir également de l'équipe projet. Par exemple, dans un projet informatique, utiliser un framework en complément ou à la place d'un des frameworks qui avait été choisi peut donner lieu à une requête de modification. Chaque demande doit être traitée dans un processus bien défini avec des parties prenantes et des RACI bien définis. Donc nous allons définir prochainement ce que veut dire l'acronyme RACI. Pour cela, que ce soit interne ou externe, la demande doit se faire via un formulaire de demande de changement. Alors, voici un schéma, un visuel du modèle de la matrice RACI. Donc, R pour réalisateur, le A pour approbateur, le C pour consultant et enfin le I pour informer. Alors, réalisateur, c'est la personne qui est en charge du projet. D'accord. Approbateur, donc c'est la personne qui va donner le feu vert, donc qui va accepter le projet. C'est le consultant qui va travailler directement, c'est le principal, c'est le spécialiste dans ce domaine précis. Et informer, on veut dire par là, communément, donc toutes les parties prenantes qui ont un quelconque intérêt dans le projet. Donc, on voit ici, par exemple, concernant les livrables ou les tâches, on a initiation, étude d'opportunité. En 2, on a charte de projet. Ensuite, concernant la planification, on a cahier des charges, plan détaillé. Et enfin, la réalisation, elle va comporter 6 étapes. Registre des risques et problèmes, plan de communication, mise en place finance, mise en place vente, mise en place achat, mise en place production et enfin mise en place logistique. Les équipes qui vont être en charge du projet, donc vous avez l'équipe projet bien évidemment et vous avez aussi l'équipe management. Donc ça va être les personnes ou alors les entités qui vont gérer le projet. Entre autres, vous avez le sponsor, le changement lui-même, équipe informatique. Concernant l'équipe projet, donc on peut parler par exemple du chef de projet. Alors, ce qui suit, c'est les différentes actions qui vont donc prendre part durant le projet et l'équipe projet va être en charge de ces tâches-là. Donc, on a tâche d'intégration, coordination finance, coordination vente, coordination achat, coordination logistique, coordination production et l'équipe finance. Donc, on peut aussi conclure que ceux-là sont des départements au sein de l'entreprise. Toujours concernant le modèle de la matrice RACI, avoir un formulaire pour chaque demande de changement permet de ne pas négliger ou ne pas passer à côté de demandes intéressantes. Aussi de ne pas enterrer les demandes sans les étudier ou tout simplement de ne pas les perdre. Une bonne demande de modification doit contenir un minima. Alors, elle doit contenir un titre, une description, le nom du projet, la date de la demande, le nom du demandeur.
Toujours concernant le modèle de la matrice RACI, la description du problème en spécifiant le type de problème résolu, à savoir défaut, amélioration, nouvelle idée, l'impact du changement, le bénéfice attendu, une priorité. Autant vous dire que toute demande doit avoir un sens, une bonne raison. Ce que on vient de lister, chers étudiants, eh bien, ce sont les différents composants d'une bonne demande de changement. Donc, il va falloir spécifier chaque aspect avec détail de façon à ce qu'on ait une clarté sur ce que l'on attend du changement et quel sera son impact, quelles seront aussi les parties prenantes concernées et à quoi on peut s'attendre. Désormais, nous parlerons des impacts d'une demande de changement. Chaque demande de changement lors de l'exécution d'un projet peut avoir des impacts plus ou moins considérables sur quoi? Sur la portée du projet, sur le roadmap, le planning global, l'avancement du projet en d'autres termes, les coûts en termes de ressources humaines et ou matérielles. En effet, il peut nécessiter d'impliquer plus de ressources ou de faire appel à des ressources supplémentaires durant le projet. Ces ressources vont être plus spécialisées, plus expérimentées avec une expertise avérée et ce, dans le but de respecter certains jalons. Toujours concernant les impacts de cette demande de changement, la qualité du projet sera également très impactée si vous en demandez trop à vos équipes dans un même laps de temps. Les risques du projet peuvent être impactés également sur tous les plans. Ces mêmes risques sont particulièrement à surveiller de près, voire de très près, dès lors qu'un changement est introduit. Afin de contrôler tous ces impacts, introduire chaque demande dans un processus bien défini et adapté à votre contexte est la meilleure chose à faire. Donc, prenez ça en considération. Donc, pour contrôler les impacts, il faut suivre le même procédé, le même processus, les mêmes étapes. Et l'adapter bien évidemment à votre contexte, à votre situation spécifique, parce que, comme on l'a déjà expliqué, chaque projet est unique, a des caractéristiques uniques, a des problématiques uniques aussi. D'où l'importance de définir le processus et le lier directement à votre contexte à un moment T.
Question pertinente qui se pose ici. Pourquoi mettre en place un processus de gestion des demandes de changement? Qui n'a jamais eu de changement dans sa vie? Vous savez bien, comme moi, que si vous ne gérez pas bien les changements qui s'opèrent dans votre vie, vous pouvez très bien ne pas en tirer de bons résultats. C'est pareil pour un projet. Un processus de gestion des demandes de changement est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il évite d'entraîner un désalignement du projet avec la stratégie globale de l'entreprise ou une confusion dans l'équipe ainsi que dans les parties prenantes, sachant que chaque partie prenante a un intérêt qui diffère de l'autre. Grâce à un comité de contrôle des changements, il est possible de simplifier et rationaliser ce processus, évitant ainsi les erreurs courantes telles que le gold plating ou alors le scope creep. Autre question pertinente, comment gérer les demandes de changement? Il n'y a pas de processus universel ou alors qu'on peut appliquer à toutes les situations. Il n'y a pas de processus universel défini à appliquer à la lettre. Vous devez adapter votre processus de gestion des modifications de projet à votre contexte spécifique et celui de votre projet et de votre entreprise. Ici, nous vous donnons un exemple de processus de gestion des demandes que vous pourrez utiliser dans vos projets. Un processus de gestion des demandes de changement se déroule en 3 étapes majeures. Première étape, la préparation. Deuxième étape, gestion des demandes. Troisième étape, la clôture. Ces étapes spécifiques sont subdivisées en phases qui guident leur mise en place. Concernant toujours les conseils, ne négligez aucun aspect du changement. Cela permet de démontrer clairement pourquoi ce dernier se produit, comment il sera mis en œuvre et quels sont les résultats attendus. Vous devez mettre en place un plan de communication imparable pour que les parties prenantes soient correctement informées des changements afin de s'y adapter. Vous devez en outre reconnaître les petites victoires, encourager les efforts pour soutenir le moral des équipes, car quelquefois, le changement peut être difficile et brusque. Et de ce fait, mettre en place un changement graduel qui va être en bout de course effectif est mieux que d'essayer de changer les choses d'une manière brutale. Petite conclusion, peu importe que vous gériez un projet informatique ou non, la gestion des demandes de changement est une partie importante de la gestion de projet. Mettre en place et suivre un processus bien défini est primordial pour bien intégrer les changements nécessaires sans qu'ils retardent le projet ni ne perturbent les autres éléments du projet. Conduite du changement, 6 étapes pour la mettre en place avec modèle. Donc, il va s'agir aujourd'hui de ces 6 étapes. Alors, la conduite du changement est un ensemble d'actions qui vise à accompagner un projet de changement au sein d'une organisation. Une bonne méthodologie de gestion du changement permet
la compréhension et l'adhésion par les collaborateurs aux nouvelles règles imposées par le changement. Ce chapitre, en fait, va nous expliquer ce qu'est la gestion du changement, pourquoi et comment la mettre en place, pour distiller les éventuelles résistances au changement. Donc, chapitre très intéressant et aussi, point très intéressant, la résistance ou les résistances au changement. On va voir comment les différentes parties prenantes, comment vont-elles probablement, possiblement résister à ce changement. Donc, l'être humain en règle générale est quelqu'un qui n'aime pas le changement. On va voir comment ces résistances opèrent et comment faciliter le changement. Comment le faire opérer graduellement et le faire accepter. Comme le dit l'adage bien connu, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. De Francis Blanche. Qu'est-ce que la conduite de changement en entreprise? Tout projet apporte un changement puisqu'il assure un passage d'un état actuel à un état futur. Ce passage n'est pas sans conséquence puisqu'il change, transforme et parfois même rompt avec les habitudes et bouleverse l'ordre établi. La conduite du changement est un processus d'accompagnement d'un projet de changement dans une entreprise, grâce à des méthodes approuvées dans ce domaine. Son objectif est de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs et parties prenantes du projet aux nouvelles règles du jeu, tout en assurant un suivi des taux d'adoption et d'utilisation. De ce fait, réussir un projet de changement nécessite beaucoup de réflexion et d'outils. Donc, quelle que soit la performance technique ou l'avancée technologique qu'apporte un projet, si les utilisateurs n'adhèrent pas au changement, le projet échoue inévitablement. Il est donc nécessaire d'être très vigilant à cette composante et de la prendre en considération dès la phase planification du projet. Pourquoi faire de la conduite du changement? Tout projet de changement doit s'accompagner de mesures afin de réduire les éventuelles peurs et résistances et se concentrer sur les avantages de la nouvelle situation. D'où l'intérêt de la conduite du changement. La nature humaine a tendance à préférer le statu quo. Le statu quo veut dire pas de changement. On reste à l'état actuel. On reste à l'état avec lequel on est familier. Pas de changement, pas de nouveauté, pas de perturbation. Du coup, le changement est souvent un processus complexe et difficile. Partons d'un exemple. La courbe de deuil. Chacun d'entre nous est passé ou passera, donc par la force des choses, par la perte d'un être cher. Quelque chose que tout le monde redoute, j'imagine. C'est tout simplement inévitable. Pourquoi faire de la conduite du changement? Donc on va continuer sur le même exemple du deuil. L'annonce de cette perte provoque une série de phases définies comme suit. Premièrement, le déni. On ne veut pas y croire, on ne veut pas l'accepter. Deuxièmement, la colère. On va résister, refuser d'accepter la situation. 3. La tristesse, la dépression. On ne peut imaginer survivre sans l'être cher. 4. L'acceptation. On comprend qu'on ne peut rien y changer, rien y faire. Et du coup, ce qu'il nous reste, c'est juste d'accepter pour continuer de vivre. Et enfin, espérons la sérénité. On retrouve une certaine motivation, de nouvelles forces et la vie suit son cours.
la courbe du deuil. Comme vous pouvez le voir, on a un graphique ici avec cette fameuse courbe du deuil avec les 5 étapes. Le déni, on est au sommet de la courbe. Après, on descend, on est encore plus bas. Colère, troisième stade, dépression, c'est encore pire. Donc, on est encore plus bas sur la courbe. Et petit à petit, les choses vont commencer à s'améliorer graduellement par étapes jusqu'à arriver à une certaine acceptation, si ce n'est une acceptation totale. Après l'acceptation, les choses vont encore commencer à s'améliorer. Donc, on commence à revivre, donc reprendre nos activités et jusqu'à atteindre, espérons-le, la sérénité. La sérénité qu'on espère tout le monde a. Nous voici sur la courbe du changement. Quelles sont les 7 étapes? Alors, on va les scinder en 3 parties majeures. Donc, premièrement, on a le choc. Ensuite vient le déni. Ensuite vient la frustration. Ces 3 états font partie de la première phase, qui est la phase de communication. Choc, déni, frustration. On essaie de communiquer, de comprendre pourquoi, on parle à des gens, etc. Deuxième grande phase, où on a 2 étapes, la dépression et l'expérimentation. Donc ici, on est au stade de support émotionnel. Lorsqu'on est en dépression, on se renferme sur soi-même et à un moment donné, on essaye de trouver des solutions, de chercher de l'aide. Donc, expérimentation, c'est essayer de chercher de l'aide, de s'en sortir, de se sentir mieux, pourquoi je suis dans cet état, etc. Troisième stade, qu'on appelle orientation et conseil. Ici, on va commencer à accepter la chose graduellement, petit à petit. Et enfin, l'intégration, c'est ce qu'on veut dire par là, c'est que on recommence à vivre, on essaie de s'auto-motiver, de se motiver, la vie reprend son cours, on fait nos activités, on se fixe des objectifs, etc. Le support émotionnel. L'être humain est un être bourré d'émotions, de ressentis. Dans la conduite de changement, on ne peut ignorer le ressenti de chacun. Pourquoi? Car chacun ressent sa propre vérité de manière différente. Il ne s'agit pas ici de s'occuper des personnes individuellement, mais bien de tenir compte du fait que chacun perçoit les messages de manière un peu ou énormément différente. Il faut donc faire preuve ici d'intelligence émotionnelle lors de la communication, qu'elle soit écrite ou verbale. Le message ici, c'est de s'adapter aux personnes. On ne fonctionne pas de la même façon, on n'est pas pareil. Émotionnellement parlant, on gère les événements, les choses, etc. de manière différente. Donc, il est très important de connaître ces nuances et de savoir que les personnes sont différentes et du coup d'adapter notre communication à chacun. Dans le but, évidemment, qu'elle soit effective. Il est question ici d'orientation et de conseil. Afin d'accélérer la phase d'acceptation du changement, on peut maintenant former les collaborateurs aux nouveaux outils, aux nouveaux services. Il est bon que cette étape soit le plus personnalisée possible. Pourquoi? Afin de pouvoir donner des conseils individuels. On va aussi suivre pendant une période d'adaptation chaque groupe d'utilisateurs dans le but de faciliter l'intégration des nouveaux systèmes, nouveaux services ou alors de nouvelles organisations. C'est la dernière grande étape de la conduite du changement vers le succès.
tout changement rencontre de la résistance, comme on l'a expliqué précédemment. C'est dans la nature humaine. On va maintenant voir les causes de résistance au changement. On va citer quelques causes. Premièrement, la peur de l'inconnu. L'être humain, par définition, n'aime pas l'inconnu, n'aime pas ne pas savoir où il va, qu'est-ce qui va se passer, etc. La mécompréhension, quelque chose qu'on ne comprend pas. Un manque de confiance, donc le changement va générer un manque de confiance, parce qu'il y a de l'inconnu justement. Un blocage, car on n'a pas été impliqué. Lorsqu'on n'a pas été suffisamment sensibilisé, informé, on peut avoir un certain blocage, car on n'est pas impliqué, on ne se sent pas concerné. Au lieu d'être impliqué, on va avoir la sensation que on est impacté par le changement plutôt que impliqué dans le changement. Un manque de temps, bien évidemment, donc on n'a pas le temps de s'adapter, on va sentir cette frustration-là. La routine, le manque de motivation. Qu'est-ce que cela va me rapporter, ce grand changement, surtout s'il est important pour moi? Un manque de compétences. Il va falloir que je me recycle, de faire je ne sais pas utiliser ce système, etc. Une mauvaise communication, lorsqu'on ne communique pas efficacement. Et bien d'autres causes du résistance au changement. Très très important, le changement existe dans nos vies personnelles, professionnelles, etc. Alors, pour faire face à ces raisons de résistance au changement, on va voir quelques stratégies à adopter en conduite du changement dans le but de vaincre cette fameuse résistance au changement. Alors, on va trouver quelques stratégies. Parmi celles-ci, on va trouver, il va falloir impliquer les collaborateurs dans la préparation du changement, provoquer le retour d'informations, expliquer pourquoi, comment et quand nous allons changer, expliquer les bénéfices pour chacun ainsi que pour, bien sûr, l'organisation, penser à des récompenses pour un projet réussi, prévoir des formations spécialisées ainsi que leur suivi, créer de nouvelles zones de confort pour chacun afin de faciliter cette transition et pour minimiser au maximum, voire éliminer ces résistances au changement qui sont différentes d'un individu, d'un professionnel à un autre. Voici un visuel en infographie. On va voir ici un résumé de la démarche ainsi que des mesures d'accompagnement au changement. Alors, sur la gauche, nous avons une démarche d'accompagnement. Sur la droite, colonne de droite, nous avons des mesures d'accompagnement. Donc, démarche et mesure. Démarche, c'est en théorie. Mesure, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Alors, démarche d'accompagnement, le registre des parties prenantes, le plan de changement, le plan de communication, le plan de formation, enquête de satisfaction, le support opérationnel. Quant aux mesures d'accompagnement, eh bien, nous allons trouver connaître les objectifs et bénéfices attendus du changement, gérer les engagements des parties prenantes, identifier et gérer les résistances, donner un support émotionnel et enfin, donner des conseils ainsi que des orientations.
Donc mesure, c'est ce qu'on va mettre en place. Démarche, c'est le côté théorique. Comment on va faire les choses. Et les mesures, c'est quelles sont les choses à mettre en place. Outils de conduite du changement. Inutile de réinventer la roue, qui veut dire inutile d'essayer donc d'inventer quelque chose de très complexe, de très développé, de très avancé. En management du changement, on peut utiliser plusieurs outils de conduite du changement, dont je vous citerai les plus utilisés dans ce qui suit. Il est nécessaire de penser le modèle de conduite de changement que vous allez adopter dès la phase de planification. Toujours en outil de conduite du changement, première méthode, la méthode ADKAR. A-D-K-A-R. Donc c'est un acronyme. Donc cette méthode ADKAR, A pour awareness, D pour désir, desire, K pour knowledge, savoir, A pour ability, qui sont les compétences, et R pour reinforcement, mettre en place. Donc, cette méthode ADKAR, qui pourrait être traduite par sensibilisation, désir, connaissance, compétence et renforcement. Elle est très utilisée dans les grandes entreprises. En conduite du changement, ce modèle se focalise sur l'individu. On va mettre l'individu au cœur du processus. Donc, awareness, prise de conscience des raisons, métiers du changement. Desire, désir de s'engager et de participer au changement. Surtout lorsqu'on a un sentiment d'appartenance fort. Knowledge, ce sont les connaissances sur la façon de changer. Ability, capacité à réaliser ou à mettre en œuvre le changement au niveau de performance requis. Et enfin, reinforcement, renforcer pour s'assurer que le changement est pérenne et il va durer dans le temps, qu'il va être mis en place et que l'on va continuer sur ce changement. Donc un changement efficace. Une autre méthode, autre modèle, deuxièmement, le modèle Kurt-Lewin. Donc le modèle de Kurt-Lewin, quant à lui, pense le changement en se focalisant sur des groupes, et ce, en 3 étapes distinctes. Première étape, dégel, décristallisation. Il va s'agir d'abandonner des anciennes habitudes et comportements, et motivation au changement. Deuxièmement, adaptation. On change la situation en mettant en place une stratégie pour limiter les résistances au changement. Troisièmement, regel, recristallisation. On consolide la nouvelle situation en introduisant de nouvelles habitudes. Le modèle de Kurt-Lewin est très utilisé dans le monde de l'entreprise, évidemment, car son approche est aussi excellente et très efficace. Donc, le voici, ce fameux modèle de Kurt-Lewin, sur un visuel. Donc, en anglais, il s'agit de unfreeze, change, refreeze. Donc, unfreeze,
Motivation au changement. Pourquoi le changement est-il inévitable? Change. Conduite du changement. Les avantages du changement pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et enfin, rephrase. Consolidation. Notre environnement a changé. Et voilà donc un petit résumé d'une façon aperçue visuelle du modèle de Kurt Lewin avec donc les mots-clés en anglais qui sont unfreeze, change, rephrase. Motivation au changement, conduite du changement, consolidation. Premièrement, pourquoi a-t-on peur du changement? Pour comprendre la psychologie de la résistance au changement, il faut d'abord comprendre ce qu'est le changement. Tout changement rencontre de la résistance. C'est humain, c'est normal, c'est la nature humaine. La peur du changement peut émaner de diverses raisons, peut venir, subvenir de diverses raisons. Ça peut venir de la peur de l'inconnu, le manque de motivation, le manque de confiance et bien d'autres facteurs. Dans un contexte de changement, on passe d'un état d'équilibre connu et stable ou perçu comme stable vers un autre état d'équilibre qui est supposé stable. Cette transition va se passer en traversant une zone de turbulence et d'instabilité. De nos jours, on entend beaucoup parler de la gestion du changement. La raison est tout simplement que les changements sont devenus plus fréquents et plus rapides. Ils se manifestent par vagues successives. On n'a même pas le temps de digérer un changement qu'un autre pointe son nez à l'horizon. Autrement dit, on doit apprendre à s'adapter et vite, car il n'y aura pas de deuxième tentative. On vit un changement, des changements dans nos vies respectives, dans nos travails, les technologies, les événements, les crises, etc. Donc tout ça chamboule notre quotidien et nous avons besoin de temps, un certain temps pour digérer cela, l'accepter et avancer. Encore une fois, qu'est-ce que la résistance au changement? La résistance au changement se traduit par un ensemble de réactions face à un contexte de changement. Les plus courantes et naturelles sont la résistance ou encore la peur de l'inconnu. Et c'est tout à fait légitime et normal. À retenir, résistance veut dire une forme d'opposition, une force réactive naturelle à apprivoiser. C'est donc une simple réaction pour se défendre et se protéger d'un supposé agresseur. La résistance au changement en entreprise se situe au niveau de l'individu, même si l'on puisse observer les comportements par groupe d'individus. À retenir aussi, il convient d'apaiser les craintes pour diluer la résistance psychologique au changement pendant la phase de transition, traversée du désert, entre la situation initiale et la situation finale. Quels prérequis pour le chef de projet ou le responsable d'accompagnement du changement pour qu'il appréhende la résistance au changement sous un angle optimal? En plus de ses compétences techniques et managériales, le chef de projet en charge de l'accompagnement de la résistance psychologique au changement
devra incarner des valeurs humaines et faire preuve de empathie, disponibilité, neutralité, authenticité, flexibilité, et enfin ouverture d'esprit. Donc, afin d'accompagner la résistance psychologique au changement des différentes parties prenantes, eh ben, il va falloir avoir toutes ces qualités-là afin de avoir une transition qui va se faire tranquillement, efficacement. Intéressons-nous à présent aux 4 freins au changement. Les facteurs déterminant la force potentielle dans une résistance au changement sont liés à 4 freins à l'échelle de chaque individu, à savoir l'individu et sa personnalité, son histoire personnelle et professionnelle, ses enjeux par rapport au changement à venir, et enfin, le contexte du changement en question. L'individu, son histoire, les événements qu'il a rencontrés dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel, les enjeux, qu'est-ce qu'il va imaginer qu'il ou elle va perdre, quel va être l'impact pour lui personnellement par rapport à l'implémentation de ce changement, et enfin, le contexte. Comment va-t-il se faire, dans quelles circonstances, etc. La courbe du changement. Face à un changement, chaque personne passe par la courbe de résistance au changement, aussi appelée courbe du deuil ou swing du changement. Il s'agit de 5 stades psychologiques inévitables, plus ou moins longs et douloureux selon les cas, mais tous sont incontournables. Nous allons les voir dès à présent. La vallée du changement, les 5 stades psychologiques. Premièrement, le déni, refus de comprendre. 2. La résistance au changement, refus de comprendre. 3. La décompensation, déception. 4. La résignation, ça veut dire acceptation. Et enfin, 5. L'intégration, l'adaptation. La résistance au changement en entreprise se manifeste à travers une mosaïque de comportements où s'entrelacent plusieurs formes, dont voici quelques exemples. Refus de coopérer, diabolisation, manipulation, sabotage, négligence, désintérêt et victimisation. Comment vaincre cette résistance au changement? Vaincre la résistance au changement signifie maîtriser, voire forcer les choses pour atteindre un objectif. Il s'agit en fait d'un processus d'accompagnement et de management. En règle générale, les gestionnaires ou alors managers ont la prétention de vouloir tout maîtriser ou contrôler, ce qui est une utopie en soi, ce qui est impossible. Faire appel à un coach d'organisation en synthémique en tout début de réflexion sur le projet peut s'avérer un bon investissement afin de réussir le processus d'acceptation du changement. L'expérience terrain en a démontré la pertinence plus d'une fois. La règle d'or est un compromis entre deux éléments. Capitaliser sur l'énergie et la force des alliés pour attirer et convaincre les résistants à embarquer progressivement dans le changement, et aussi rassurer les résistants par une approche humaine basée sur la proximité. On finira par la conclusion. L'approche de la résistance au changement décrite dans cet article a un caractère didactique et pédagogique.
Les méthodes et outils partagés ont un caractère générique et peuvent être adaptés à vos contextes. Retenez bien l'esprit de la philosophie de l'approche et faites preuve d'innovation et de créativité pour l'implémenter et la déployer efficacement dans vos projets respectifs. J'anticipe un réel plaisir à découvrir vos feedbacks, critiques, commentaires, suggestions et questions. N'hésitez pas à réagir à ce cours, chapitre 9, qui sera enrichi par vos contributions. Encore une fois, je suis joignable sur la plateforme Moodle et je vous remercie de votre attention. Chers étudiants, merci de votre attention.